Didier Caméré prépare et annonce la préparation des Vital Caméré pour la présidentielle 2028. Dans un tweet consulté par Grande Tribune, Didier Caméré, frère de Vital, a indiqué que le président de l'INC, l'Union pour la nation congolaise, est désormais libre de préparer sa future campagne présidentielle. L'avenir de l'appartenance de l'UNC à la plateforme présidentielle ne semble pas cependant remise en cause, souligne notre source qui précise que rien n'a encore été décidé. Sans doute, les directoires du parti Caméré devra attendre les retours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de New York, pour tirer cette situation au clair. Cependant, prévient notre Grande Tribune, certains observateurs politiques ne font plus l'ombre d'aucun doute de voir les partis UNC quitter l'union sacrée de la nation pour faire cavalier seul, car ayant compris que lorsqu'un des partenaires dans les tangos sur les tempos de Ndombolo, il n'y a plus d'harmonie possible. Dans un autre chapitre, Félix Tshisekedi reconnaît l'échec de l'accord de paix avec le Rwanda, mais plaide pour les nouveaux partenariats. D'après Buzz7 Info, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a reconnu devant la presse, tout en réaffirmant son engagement à poursuivre les partenariats internationaux pour stabiliser la région et valoriser les ressources du pays. Selon le président de la République, Félix Tshisekedi, les cessez-le-feu décidés à Washington et à Doha tarde à être instauré à cause des fausses manœuvres de Kigali, qui craint le basculement de la situation en sa défaveur. Félix Tshisekedi ajoute, RFI.fr dit toujours croire au processus de Washington, particulièrement autour de l'accord à négociation entre Kinshasa et les États-Unis d'Amérique. Pendant 7 ans, Massad Boulos réaffirme Félix Tshisekedi l'engagement des États-Unis d'Amérique pour une paix durable en République démocratique du Congo, souligne de son côté la prospérité, qui affirme que Félix Tshisekedi a échangé avec les conseillers principaux pour l'Afrique du président américain Donald Trump, Massad Boulos. Au sujet du grand oral de Félix Tshisekedi à la tribune des Nations Unies, Info 27 parle d'un discours sans détour pour les tabloïds à New York. Félix Tshisekedi a choisi de briser les tons feutrés qui accompagnent souvent les débats onusiens dès son entrée en matière devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président congolais a placé la crise sécuritaire de l'Est de la RDC au centre de son intervention. Il a dénoncé un génocide silencieux qui, depuis plus de 30 ans, ensanglante son pays. Les chefs de l'État fustigent renchérir les phares, a fustigé les silences dont la communauté internationale fait montre face au drame que vit le peuple congolais depuis plus de 3 décennies, marquées par des guerres à répétition à fin économique. De son côté, le président français Emmanuel Macron annonce la tenue en octobre d'une réunion à Paris sur le dossier congolais, mais Forum des As se demande si l'appel de Macron sera a-t-il attendu cette fois-ci. Dans les restes de l'actualité, les pasteurs Daniel Ngoï Mulunda, détenu depuis 9 mois, pourrait assister aux funérailles de son père grâce à une requête familiale adressée aux autorités dans une correspondance parvenue hier. À Grande Tribune, le patriarche Emmanuel Ngoï Mulunda a adressé une requête urgente au président de la République, au ministre de la Justice, au procureur général près la Cour de cassation ainsi qu'au directeur du Conseil national de sécurité en faveur du pasteur Daniel Ngoï Mulunda. Mesdames, Messieurs, c'était la revue de presse. Place à présent à notre débat, Grande Tribune, nouveau numéro. Nous avons sur 6 plateaux. Je commence par l'heure d'arrivée. Alors, M. Fedi Moukendi nous fait l'honneur d'être avec nous. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Daniel. Merci pour l'invitation. Bonjour aux co-débatteurs. Alors, merci
Est-ce que je peux aller avec des petits biscuits ou oui, ça on va y revenir, comme ça je présente vos co-débatteurs. Alors, Marius Moubalama nous fait l'honneur de réapparaître dans Grande Tribune après plusieurs mois d'absence. Bienvenue. Merci, M. Kamboa. Merci pour l'invitation. Merci également pour la considération que vous faites à ma modeste personne en fait de participer à ces débats républicains qui commencent à gagner les cœurs des Congolais chaque jour. Merci. Et mes salutations à nos co-débatteurs avec qui nous allons avoir un moment républicain rempli de hauteur. Mais également nos salutations à nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent aussi en ligne. Je vous salue. Alors, Maître Trésor Kalala nous fait l'honneur de nous rejoindre. Bienvenue également, Maître Trésor. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Merci pour l'invitation. Nous disons bonjour à nos téléspectateurs. Bonsoir, voulais-je dire. Et aussi à mes co-débatteurs sur ces plateaux. Sans oublier les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo. Initié par l'honorable Adel Kabena Mouaouka. Je pense que nous passerons de bons moments ici. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir d'être ici. Et je crois que le débat aura son niveau et les téléspectateurs ne seront pas déçus. Nous vous disons également merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait énormément du bien, cher Fedimo Kendi, Maître Trésor Kalala, Monsieur Marius, de vous voir à chaque fois, à vous débarrasser de tous vos programmes et rejoindre Grande Tribune. Nous vous disons sincèrement merci au nom de l'équipe de la Grande Tribune et de Congo Buzz Télévision. Alors, avant d'annoncer notre thématique, Monsieur Fedimo Kendi, vous avez quelques minutes pour votre biscuit. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler que je viens du parti Union pour le valeur tshisekedi, IVT, qui est le parti cher à l'honorable premier vice-président du Sénat, José Kalala Kalala, que je salue en passant et à qui j'ai dit grandement merci pour des cagnottes de projets que sa fondation venait de remettre à 3 jeunes les samedis passés. Des jeunes ont passé des concours de projets dénommés Faites briller votre talent, et de ces concours la fondation Jocal a remis aux gagnants 5 000 $, au second 3 000 $ et les derniers 1 500 $, et 10 autres jeunes qui avaient présenté des projets vont être appuyés et suivis par le fonds de garantie de la République. C'était une promesse de la directrice adjointe de cette entreprise publique. Un autre biscuit que je voulais faire, c'est juste un appel aux élus de Mbujimaï, les élus nationaux et provinciaux, les sénateurs et les députés nationaux, parce qu'en Mbujimaï, il y a une partie de la population qui manque de l'eau potable, notamment la population de Djupumba, dans la zone de santé de Nzaba. Ça fait plusieurs semaines que cette population n'a pas de l'eau potable. Pourquoi? Parce que les forages qui sont dans ces quartiers périphériques sont généralement alimentés par des groupes électrogènes, et des groupes électrogènes demandent beaucoup de moyens pour mettre du carburant et parfois ça tombe en panne. C'est pourquoi la population de Mbujimaï, de cette partie de la ville, nous a appelés pour que nous puissions crier aux oreilles des autorités. Pourquoi? Parce qu'on pense que pour résoudre ces problèmes de carence en eau potable dans les quartiers périphériques de la ville de Mbujimaï, il faut que la SNEL puisse faire des raccordements au forage, des raccordements en courant électrique, parce que le courant est maintenant permanent en Mbujimaï grâce à Tubitubidi. Les courants permanents? Oui, je vous informe. Le courant est permanent en Mbujimaï, mais il n'est pas raccordé. Parce que le raccordement coûte plus cher. C'est pourquoi nous demandons, si c'est possible, que le président de la République, le Premier ministre, puisse demander à la SNEL de faire des raccordements sociaux, parce que la population n'a pas de moyens pour donner 400 $, 300 $ afin d'avoir du courant. Mais même si on ne peut pas donner à toute la population, qu'on donne le courant là où il y a les forages pour que la population soit alimentée en eau potable. À côté de la ville de Mbujimaï, dans la zone de santé de Tichimbi, il y a l'épidémie de choléra.
Donc, la population va s'approvisionner dans l'eau de rivière et il y a risque que l'épidémie de choléra puisse exploser dans toute la ville et qu'on dépense plus de moyens à lutter contre le choléra alors qu'il y a lieu de prévenir cette épidémie. Merci beaucoup pour cette précision. Je pense que c'était avant-hier que j'ai reçu nos compatriotes de Mbujima qui nous parlaient des mêmes dossiers. C'est maintenant qu'on est en train de déplacer des poteaux pour qu'il y ait... nous saluons les retours annoncés du gouverneur Mbwebwe qui va reprendre son poste. Et nous saluons la sagesse du VPM Jacquemin Chabani. Alors vous avez également quelques minutes pour vos biscuits. Oui, merci beaucoup. Nous sommes là en train de cogiter autour de l'actualité. Merci. Et aujourd'hui, depuis hier ou avant-hier dans la ville, c'est l'effervescence. Et la population n'est pas en train de comprendre, le taux d'échange est en train de chuter. Le frère congolais s'apprécie. On se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des changements? En fait, il y a en économie ce qu'on appelle adjudication. Et cette théorie-là que monsieur le gouverneur de la Banque centrale a appliquée, mais malheureusement qui n'aura pas d'impact à long terme. C'est une politique conjoncturelle qu'on met en place. Ça se passe comment? Ça veut dire que la Banque centrale vend, n'est-ce pas, des devises à des banques commerciales. Et aussitôt que Ouamesso est nommé gouverneur, la première décision qu'il a prise, c'était de vendre plus de 50 millions de dollars aux banques commerciales. Des devises, j'ai dit des dollars. Et l'idée c'était quoi? L'idée c'était de retirer en circulation une bonne quantité de masse monétaire en circulation dans les francs congolais. Ça fait qu'on a retiré une bonne quantité de francs congolais sur le marché. Le franc congolais devient de plus en plus rare. Du coup, quand ça devient rare, ça s'apprécie. Ouais. Yango, la population est en train de voir que non, les taux sont en train de chuter. Il faut accepter les stratégies. Et vous allez voir, non, s'il vous plaît, nous sommes ici pour aider la population. Cette politique-là n'aura aucun effet sur le prix des biens et des services sur le marché. Ça ne va affecter à rien, n'est-ce pas? Comment on appelle ça, le panier du ménagère. C'est presque comme la politique a mis en place le ministre de l'EVP à l'économie. Il a mis en place une politique fiscale. N'est-ce pas? Qui n'a pas eu d'effet à long terme. Le prix des biens, si le marché des biens et des services a gardé le même niveau. En conséquence, à long terme, rien n'a été fait. Le seul moyen, n'est-ce pas, pour apprécier la monnaie, pour que la monnaie puisse garder sa valeur, n'est-ce pas, les pays doivent mettre en place une politique de production. On doit produire on doit produire sur le plan local. Et pour que la monnaie soit stabilisée, cela ne devrait pas seulement être l'apanage de la Banque centrale. Il doit y avoir les concours de plusieurs ministères, s'il vous plaît, de plusieurs ministères. Donc il faut qu'il y ait un travail sectoriel. Ça veut dire la Banque centrale, le ministère de l'économie, le ministère de l'industrie, le ministère des voies et des communications. Tous ces éléments doivent être mis ensemble pour qu'on travaille sur la production. C'est cette production-là qui peut avoir la conséquence positive et durable sur notre monnaie, mais également sur le prix des biens et des services. Parce que je peux dire que nous restons dans un système de monopole où les biens qui nous viennent de l'extérieur, que nous importons, prennent sur la production locale. Ouais. Et du coup, ce qu'on est en train de voir, moi ça me fait même peur parce que lorsque ça va toucher, cette politique ici va montrer ses limites, le taux de dollar risque de galoper. Mais également, les conséquences de cette politique ici est de renforcer la dollarisation, n'est-ce pas, de notre économie. La conséquence, demain, vous allez acheter le piment au coin du marché, vous allez partir avec les dollars. Et ça, c'est très dangereux. Merci beaucoup, monsieur Marius. Maître Trésor Kalala, vous également, vous avez 3 minutes. Merci beaucoup pour la parole. Ici, j'aimerais quand même tirer l'attention sur un secteur, c'est le secteur de la jeunesse. Je constate, c'est comme s'il y avait maintenant un acharnement sur la ministre de la jeunesse. Un acharnement? Mais lisez dans l'opinion. Je vous dis, au début, c'est bien, on peut critiquer, c'est normal. Mais je commence à voir, on dirait, il y a même une dose de la haine sur cette dame. Dose de la haine. Oui, et moi, je n'aime pas l'injustice. Nous critiquons les ministres ici. Mais à voir la manière dont la dame est matraquée matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, j'ai dit non, quelque part, il y a maintenant même de la mauvaise foi. J'ai vu des gens aller ressusciter même des anciennes vidéos
où la fille avait offert une voiture à sa maman, bien longtemps avant qu'elle ne soit nommée ministre. Il y a des gens qui sont allés fouiller dans les anciennes vidéos de Madame la ministre, dans TikTok, pour actualiser, soi-disant que non, c'est une vidéo d'aujourd'hui. Une vidéo récente. Au-delà de ça, Madame a eu à faire une sortie médiatique, s'exprimant par rapport à ce qu'elle pense sur la jeunesse. C'est vrai, le français, ce n'est pas notre langue. Nous commettons tous des fautes de français. En France, les fous parlent en français. Les chègues français s'expriment en français. Est-ce pour autant qu'ils sont compétents? Ah non. On ne l'interdit pas également de parler en lingala. Écoutez, l'émission, la thématique, c'était que l'émission devait se tenir en français. Et elle s'est très bien exprimée, mais seulement, il y a eu des petites erreurs. Normal. Mais la façon dont l'opinion a récupéré cette situation-là, on dirait qu'elle a tué quelqu'un, elle ne mérite pas sa place, il faut la limoger, il faut même la tuer. Il y a des gens qui sont allés plus, il faut même la tuer. Quelles que soient les bonnes intentions, la volonté. Elle, selon son plan, elle dit qu'elle va procéder d'abord par une consultation. Il faut noter que Madame Grasse n'est pas connue dans les milieux de la jeunesse politique. N'est pas connue même dans les milieux de la politique carrément. Elle est venue et les gens sont en train de la découvrir. C'est une bonne stratégie pour elle lorsqu'elle initie les consultations. C'est une façon aussi de se faire connaître auprès de cette jeunesse par un contact physique. C'est très important. Et c'est ce qu'elle a fait. Les problèmes des jeunes sont connus. Les problèmes des jeunes sont connus. Mais il faut qu'elle soit en contact physique avec cette jeunesse. C'est pas comme Yves Boukoulou par exemple. Non, s'il vous plaît. Non, on ne va pas parler de temps. Elle a parlé de 3 semaines. Elle a parlé de 3 semaines. Peut-être s'il y a une prolongation, on peut aller à 1 mois. Pour consulter la jeunesse. Effectivement. Et expliquer le bien fondé de ces consultations au niveau local. Non, c'est très bien. Écoutez, c'est très bien quand elle va à la rencontre de cette jeunesse. En fait, elle n'est pas comme Yves Boukoulou, qui était président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, connu dans les milliers de jeunes, étant en contact déjà plusieurs fois. Noëlla Enagato, elle était déjà dans les milieux politiques, bourgmestre, je crois, d'Engalia, mais consort. Mais elle n'a jamais participé à aucun mouvement politique. On la connaît dans le cadre ecclésiastique. On doit l'accorder combien de temps? Alors, c'est comme ça que... Non, mais c'est comme ça qu'elle vient de venir. Et là, elle doit entrer en contact avec cette jeunesse. C'est très important pour que cette jeunesse, maintenant, se retrouve en elle pour l'avoir contactée ou approcher physiquement. C'est très important. Les concrets, les directs, les résultats. Mais au-delà du résultat, vous voulez quoi? Mais cette jeunesse ne doit pas être étrangère à la personne qui la représente. Donc, il faut quelque part un contact physique, ça donne un autre shift. Donc, c'est comme ça que je dis, nous devions suivre le fond de son message, de ce qu'elle voulait dire, au lieu de s'attarder sur de formulation des phrases. Déjà que les Français, c'est pas notre langue. Brandissons les Chiluba, les Lingala, les Swahili, ou c'est pas moi, les Kikongo. Et ici, j'aimerais annoncer à l'opinion, parce que j'ai eu quand même à contacter certaines personnes de son service, parce qu'en tant que politique, je dois aussi chercher certaines informations à la source. Surtout que j'ai vu un acharnement sur elle. Je suis allé, j'ai lu quelques éléments, comme ce n'est pas la thématique. Nous aurons un plateau spécial, 1 heure du temps, où nous allons étaler clairement la vision qu'elle a sur la jeunesse. Mais déjà, d'emblée, mais je vous dis, d'emblée, ce que j'ai vu, la dame va surprendre. Donnez-lui le temps. Je vous dis, c'est une question de temps. Je vous dis, ce pays a connu des ministres de la jeunesse. Mais celle-là, nous vous faisons confiance. Attendons, ne vous fiez pas à son âge. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Vous savez, les gens me disent... J'ai fini par là. Oui, j'ai fini par là. Les gens me disent, mais Trésor Kalala, toi, tu es ministrable, tu peux être ministre de la jeunesse et te consort. J'ai dit oui, je peux l'être. Mais pour le moment, c'est elle. Et parce que c'est elle, je l'accompagne, je la soutiens. Vous l'accompagnez. Effectivement, je l'accompagne, je la soutiens et je reste optimiste. Il y a des gars, des vieux, avec des barbes. Il prend une caméra. Il commence à matraquer l'enfant d'autrui. Si c'était ta fille, si c'était ta petite soeur. Ce n'est pas l'enfant, il faut faire attention. Non, mais elle a des parents. Ce n'est pas l'enfant, c'est un acteur politique. Bon, Marius. Trésor, c'est un acteur politique. Mais Marius, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Elle ne refuse pas. Non, il ne faut pas la diminuer. Non, mais Marius, non, mais au-delà de ça, elle a une famille. Son père est connu, sa mère est connue. C'est qu'elle est fille d'un couple connu. Alors, Marius, pour finir,
Comme dites, non, c'est pas un enfant et tu es conscient. Non, j'ai fini déjà. Admettons que la dame était ta jeune sœur. Est-ce que accepterais-tu que tout ce qui se passe sur la toile soit déposé sur elle? À un certain niveau, il y a toujours un sentiment. C'est comme ça, j'ai dit, il y a des grandes personnes, comme et ça qui est au côté. Elle est ministre, elle a son âge, elle a aussi une famille. C'est comme ça que moi, Trésor Kalala, je prends l'engagement de la soutenir, de l'accompagner, parce que je crois en elle. Et je lui dis, vous pouvez réussir et vous allez réussir. Nous sommes derrière vous. Madame Grâce Amy Coutinho, soyez entourés de bonnes personnes, c'est tout ce que nous vous demandons, c'est tout. Alors, avant... Tu sais, je voulais mettre juste un petit mot sur la jeune ministre. Sur la jeune ministre, moi j'apprécie l'approche de cette jeune ministre à consulter les jeunes. C'est pas parce que les problèmes sont connus que les solutions sont connues aussi. Okay. Vous savez, dans la gestion de projets, on dit toujours, lorsque vous faites des choses pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Okay. Je pense que le fait de consulter la jeunesse, la jeune ministre a appris la co-création. Okay. Elle sait que les problèmes supposés être connus de jeunes, il y a des solutions que les jeunes eux-mêmes vont proposer. Quand les jeunes proposent des solutions, ces solutions vont être appliquées facilement. Et la jeunesse va s'approprier la politique du ministère de la jeunesse. Je ne connais pas la jeune ministre, je n'ai jamais été en contact avec elle, mais le fait qu'elle a pensé consulter la jeunesse avant de commencer son travail, moi j'ai apprécié. Parce qu'elle va planifier les activités qui viennent de la jeunesse, et c'est avec cette jeunesse qui va mettre en œuvre ces activités, ça va aller comme sur des roulettes. C'est ce que moi j'apprécie la dame, c'est qu'elle veut aller en déphasage de la logique chinoise. Dans quel sens? À Kinshasa, on veut réduire les problèmes du pays aux problèmes de Kinshasa. Voilà. C'est que la dame a dit quelque chose de très important. Les problèmes des jeunes de Kinshasa ne sont pas les problèmes des jeunes de Bumba. Tout à fait. Ouais. Et les solutions que les Kinois peuvent apporter... C'est de Bumba. C'est de Kinshasa, le problème c'est l'emploi. Ouais. Tandis que c'est de Bumba, c'est la formation en agriculture. Oui. Ça se voit. Ouais. Et donc moi, en fait, moi mon problème ce n'est pas le nombre d'âge. Ce n'est pas sa jeunesse ou bien le fait qu'elle soit pasteur. Mon problème est qu'elle puisse nous développer des politiques capables, des politiques publiques capables de pouvoir résoudre les problèmes de la jeunesse où qu'ils se trouvent. Les jeunes ont décidé. C'est ça en fait mon souhait pour elle. Donc elle dit que non, elle est jeune, non. Plairait qu'on la maltraque ici, elle sera matraquée. Elle va sentir. On va les traiter, pas parce qu'elle est jeune, mais parce qu'elle est ministre. Et les attentes de la population est grande. Et on doit comprendre, ça aussi le grand problème qu'il y a à l'Union sacrée. Le problème des jeunes Congolais ne seront pas seulement résolus avec le ministère de la Jeunesse. Ah oui, c'est tout un problème sectoriel. Il y a le ministère de l'Éducation nationale, enseignement primaire et secondaire, le ministère de l'enseignement supérieur qu'on a détruit avec les LMD. Il y a le ministère de la Jeunesse, le ministère de Sport, le ministère de Sport, le ministère de Culture. Tout ça, ça doit être mis ensemble. Ils doivent travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut amener la jeunesse congolaise à un certain niveau. Et que de vouloir laisser toute la charge à Madame la ministre Grace Coutinho, c'est vraiment, elle ne va pas réussir. Si on fait lui laisser toute la charge de la jeunesse, parce que la jeunesse, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, plusieurs secteurs qui entrent en jeu, dont elle ne contrôle pas. L'entrepreneuriat, ce n'est pas elle qui contrôle l'entrepreneuriat. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, j'avais une petite question. On a essayé un peu de prendre les temps, mais je vais accorder même 2 minutes sur le dossier Vital Kamerhe. La question est simple pour tout le monde. La démission de Vital Kamerhe est-elle un acte de responsabilité politique ou une manœuvre stratégique pour rebondir ailleurs? Je commence avec monsieur Fedi Mukendi. Dans 3 minutes seulement, comme ça, on aborde les décryptages du discours du président de la République. Bon, moi je pense que Kamerhe c'est quand même un grand politicien. Quand il prend les décisions, il les assume. C'est pas la première fois que Kamerhe démissionne. Il avait démissionné du temps de Kabila. Et lorsqu'il a démissionné, il s'est exprimé qu'il est parti dans l'opposition et qu'il voudra faire des choses autrement que le pouvoir qui était en place. Cette fois-ci, je pense que Vital Kamerhe a réfléchi. Il a regardé la réalité en face. La pétition avait déjà plus de 260 signatures. Alors que... Il n'avait plus confiance. Alors que même quand on va dans la plénière,
on a besoin ne fût-ce que de 251 voix pour cette pétition-là. Il a compris qu'au lieu d'aller devant les députés qui ne veulent plus de moi, parce que ce sont ces députés qui ont fait de moi président de l'Assemblée nationale contre la volonté d'une grande partie de l'opinion publique. En ce temps-là, les gens ne voulaient pas que Kamere soit président. Les députés ont dit, c'est nous qui avons reçu le mandat de voter le président de l'Assemblée nationale. Ils ont voté Kamere. Et aujourd'hui, ils trouvent, pour des raisons qui leur sont propres, ils trouvent, non, nous ne voulons plus de toi. Kamere a regardé la réalité en face, il a décidé de démissionner. Et en démissionnant, dans ce mot, il reste loyal au régime. Il reste loyal au président de la République. Moi, les pétitionnaires parlent d'une fuite en avance. Est-ce que Vital Kamerhe se reproche de quelque chose? Merci. Moi, je fais foi. Comme ça, vous allez une fois pour moi, je fais foi dans ce qu'il a dit. Mais si jamais il a répondu plus tard, c'est aussi ça un jeu démocratique. Il va trouver en face de lui des gens qui vont continuer à soutenir Félix Tshisekedi, à soutenir le pays jusqu'à la fin. Maître Trésor Kalala. Ouais, merci beaucoup. Je réponds sur Vital Kamerhe, mais je place juste 30 secondes sur ce que Marius avait dit dans son premier tour de parole par rapport au taux d'échange. Ah, oui. Je constate qu'il y a... Non, pas de mauvaise foi, mais de l'autre côté, moi je crois qu'il y a diminution du pouvoir d'achat du peuple congolais. Parce que le taux a baissé. Mais le prix sur les marchés n'a pas baissé. Donc, 280 000 francs, aujourd'hui, c'est 270 000 francs. Donc, je perds 10 000 francs. Le prix de transport n'a pas baissé. Le prix dans les supermarchés, ça n'a pas baissé. Ça prend toujours dans les boutiques, tout ça, partout là, le prix n'a pas baissé, mais le taux des dollars a baissé. Quelque part, nous avons perdu notre pouvoir d'achat. Donc, là où je pouvais avoir 28 000 francs, aujourd'hui, j'ai 27 000 francs, j'ai perdu 1 000 francs. Oui. Donc, moi, je crois... Parce que vous dites que le prix va suivre, mais la situation a duré déjà aujourd'hui, c'est 4 jours déjà. C'est depuis lundi. Vous voyez, 4 jours, demain ça sera peut-être le 5e jour. Mais durant tous ces temps, nous sommes en train de perdre notre argent. Parce que le prix n'a pas baissé, mais le taux d'échange a baissé. Surtout que notre économie est basée sur la monnaie étrangère. Tout nous mesurons au niveau du dollar. Il faut avoir les devises pour savoir faire des transactions. Alors moi, je crois que le ministère de l'économie, la Banque centrale, en fait, c'est un domaine qui est transversal. Donc, tous ces ministères-là doivent se mettre ensemble pour agir le plus tôt que possible. Déjà que nous allons vers déjà une semaine que le Congolais est en train de perdre son pouvoir d'achat. Moi, je crois que c'est très important et il ne faudrait pas prendre toujours des mesures en fait temporaires, j'ai dit même cosmétiques. C'est du make-up économique qu'on est en train de faire. Parce que moi, je crois, pour que le taux se stabilise et que la monnaie prenne sa vraie valeur, c'est sur la durée. Nous devons favoriser la production interne. Nous devons exporter. Question d'avoir aussi des devises dans notre pays. Plus il y a beaucoup de dollars, ça va se dévaluer de soi et naturellement, le franc congolais prendra son dessus. Donc moi, je crois, sur ces plans-là, je me suis fait écouter. Il faut qu'on arrête de ce côté-là. Moi, je suis en train de regretter mes petites devises. Je suis en train de les changer tous les jours. C'est peu d'argent maintenant parce que le prix n'a pas baissé sur les marchés. Voilà. Alors, concernant Vital Kamerhe, moi, je crois que c'est un exercice, en fait, démocratique. Ça démontre qu'aujourd'hui, dans notre pays, la démocratie est en train de grandir. Les députés ont eu à reprocher beaucoup de choses au président de l'Assemblée nationale, notamment une gestion opaque, usurpation de fonctions, mauvaise gestion des finances, non-alignement c'est pas de loi, en fait, les contrôles bloqués et tout et consorts. Donc, on l'accuse de beaucoup de choses. Il y a eu une pétition, comme les règlements le veulent. Et je crois, Vital Kamerhe étant un politicien avéré, il l'a vu de loin. Il s'est dit, bon, au lieu de me faire humilier, parce que quand tu es déchu, c'est peut-être un bon français, mais en réalité, c'est que tu es chassé. Alors, moi je crois, par cette clairvoyance politique, il a jugé bon de démissionner.
Ce qui est un geste à encourager, parce que dans ces pays, nous n'avons pas la culture des démissions. La question est que tous les visés ont démissionné. Ah, tous les 5 ont démissionné. Mais je crois qu'il était le premier. Il était le premier, et j'estime... Non, j'apprends maintenant. J'estime que les autres ont emboîté les pas. Je crois que c'est dans ça. Ça. Parce que ça pèse même sur ton CV quand tu es limogé et quand tu démissionnes. Quand tu démissionnes, tu sors grand. Ici, dans ces pays, vous verrez un ministre, un DG mandataire, se plaindre dans son domaine, mais il ne démissionne pas. Quand ça ne va pas, il faut démissionner. Alors, je crois que Kamer a vu le mal venir de loin et il a démissionné. Mais de l'autre côté, je venais d'apprendre ce matin, je n'ai pas encore fouillé la loi ou le règlement intérieur, il semblerait que si tu démissionnes, tu as la valeur de 6 mois de tes émoluments. Je dois... On parle de la moitié. La moitié des indemnités équivalent à 6 mois, c'est ça? Voilà. Au cas où tu démissionnes, Donc, au cas où tu es déchu, tu n'auras rien. Mais au cas où tu démissionnes, tu vas gagner ça. Alors, j'estime aussi, de l'autre côté, au-delà du fait qu'il a vu les mal venir, il y a aussi... en fait, c'est cet aspect... Pas au nom de l'honneur, au nom des Vital. Non, j'ai dit, il y a ça. Il y a ça, mais de l'autre côté, il ne peut pas tout perdre. Et les sièges et l'argent. Donc, je peux perdre les sièges, mais je garde quand même l'argent. Et surtout que nous entendons dans l'opinion, ça reste aussi à vérifier, qu'il semblerait que le président de l'Assemblée nationale touchait 350 000 $ le mois. Il semblerait. Selon les pétitionnaires. Alors, vous vous imaginez 300 000 $ fois 3. Mais c'est une bagatelle somme qui ne peut pas accepter de perdre. Donc, je suis humilié, je suis chassé et je perds de l'argent. Non, je préfère garder mon auteur. Au-delà de mon auteur, je gagne aussi de l'argent. Donc, moi, je crois que c'est ça. Mais en définitive, moi, je crois que la démocratie... La réaction? Non, en fait, sur le plan politique, la peur, c'était quoi? Qu'il y ait une crise institutionnelle, qu'il y ait résistance, qu'il y ait un bras de fer. Mais nous avons constaté que tout s'est passé dans peu de jours, en douceur, sans qu'il y ait d'incidents institutionnels. Et puis, je crois que la vie va continuer, et puis sa démocratie continuera à prendre de l'âge dans notre pays. Alors, vous avez également 5 minutes pour réagir. Tu nous as donné 3 minutes. Hein. Vous êtes à deux. Non, chacun venait dans son coin. Okay, merci beaucoup. On n'a pas la même manière de voir les choses. J'aurais souhaité que le président de la République soit plus fédérateur en ce moment ici où le pays est en train de traverser une crise existentielle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Non, vous avez suivi sa réaction. Il faut comprendre l'ironie. La réaction du président cache une ironie dedans. C'est une façon de dire que tu peux ou ne pas rester. Important, mais pas indispensable. Tu peux ou ne pas rester à l'Union sacrée, tu n'es pas indispensable. Donc on n'a plus besoin de toi. Vous pouvez partir. Et donc, moi je pense qu'à ce moment ici, le chef de l'État devrait être plus fédérateur, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Au-delà de tout ce qu'on nous a avancé comme motif de la pétition et tout, moi je préfère voir au-delà de tout ça. C'est quoi? C'est une manœuvre politique? Il y a des manœuvres politiques, des intérêts politiciens qui cachent l'éjection des caméras au péché de l'Assemblée nationale. Okay. Parce que c'est ce qui se disent dans les coulisses. On dit que les caméras est en contradiction avec l'Union sacrée par rapport à certaines prises de position. Par exemple, ce qui concerne la question de l'Est, la question de guerre. Pendant que les sociétés de l'Union sacrée, quand sur la position du chef de l'État de ne pas organiser un dialogue quelconque, Kamer lui oriente le chef de l'État à aller sur la voie du dialogue. Or, c'est la voie par laquelle nous allons finir par arriver. Le même Kamer était incompris à son temps. Juste quand il sortait de la prison, il a proposé au chef de l'État sa théorie de l'aide des cyclones, de négocier avec ces barbares. Ils étaient encore à Bunagana. Et ça veut dire que les rapports de force de notre pays étaient plus supérieurs par rapport au rapport de force que le M23 a aujourd'hui. Mais Kamer n'a pas été compris à cette époque-là. Mais tellement qu'on a toujours dit que non, l'État est le meilleur allié de la vérité. Là, vous donnez raison à ceux qui pensent qu'ils jouent le double jeu. Non. Aujourd'hui, le gouvernement de Kinshasa est en négociation avec le même M23 qu'il a refusé de négocier avec lui. À l'époque, ils sont ensemble aujourd'hui à Doha. Si le gouvernement de Kinshasa avait négocié avec ce barbare, à l'époque, peut-être nous ne serons pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui,
le pouvoir de l'Union sacrée, ils ont pris plusieurs positions sur lesquelles ils sont revenus. Ils ont dit qu'ils ne rencontreront jamais Kagame. Ils étaient avec Kagame au doigt. Ils ont dit jamais face à face avec les panthères qui sont les M23. Ils sont ensemble aujourd'hui à Doha. Aujourd'hui, ils sont en train de dire jamais au dialogue entre les Congolais. Mais je vous dis que nous sommes en train d'aller au dialogue. Maintenant, mon inquiétude, c'est quoi? Mon inquiétude, c'est qu'on est en train de pousser Kamere à l'Union sacrée, disons, à l'opposition. Kamere ne va pas accepter d'être, parce qu'il va continuer à être humilié s'il reste à l'Union sacrée. Il va partir. Sûrement, il y aura des fissures à l'INC. Il y a ces cupides qui vont vouloir rester. Et ils sont déjà de se montrer. Certains qui sont déjà en train de campagner les positions de rester à l'Union sacrée. Quand il va partir, il va laisser ces gens-là. Et là où Kamere partira, mon dit que lors du dialogue, l'Union sacrée risquerait d'être minorisée face à d'autres acteurs qui seront autour de la table. L'Union sacrée va se retrouver comme un petit groupe face à d'autres forces de l'opposition et par conséquent les positions qui seront en train d'être prises ne seront pas influencées par l'Union sacrée. Et ça, c'est un danger. Est-ce que vous partagez la même lecture que les autres qui pensent que avec le départ des Kamere, avec tout ce qui se passe à l'Assemblée, Félix Tshisekedi n'a plus de majorité à l'Assemblée et on risque de voir Soumina tomber dans les prochains jours? Déjà, quand vous voyez déjà les comportements des députés, on a appelé ça la démocratie. Il semble être incontrôlé. Et moi je dis, le chef de l'État a dit qu'il a appris dans le média comme tout le monde. Mais je me dis, tiens, comment le chef de l'État sait ce qui se passe au pays? Il n'est pas toujours informé. Il apprend toujours à travers des voies et des tournées. Le chef de l'État, selon le fond de l'article 74. Quand tu veux démissionner, tu appelles d'abord le chef de l'État, tu lui dis. Non, la démission, c'est la conséquence de la pétition. Mais c'est ce que nous avions vécu. Et malheureusement, le président n'a pas dit qu'il a appris la pétition dans le média parce qu'ils en ont parlé dans la réunion interinstitutionnelle. Ce qui est plus grave, nous pouvons comprendre aujourd'hui que les députés ne sont pas là pour le travail du peuple, pour travailler au nom du peuple. C'est faux de l'article 100 de la Constitution, qui nous dit que l'Assemblée nationale a pour mission de contrôler et de légiférer les lois. Ils sont là pour leurs intérêts. Ils ont insisté sur la couverture universelle des soins de santé pour les familles, mais ils ne l'ont jamais demandé pour l'ensemble de la population. La première question sur le discours du président de la République. Je commence avec M. Fedi Mukendi. Les discours du chef de l'État, message d'unité nationale ou exercice des communications politiques de tous les jours. Bon, en fait, je vais répondre à cette question. Je voudrais aussi mettre un mot sur la baisse des dollars. Parce que M. Maître Kalala a dit que lui, il a perdu le pouvoir d'achat. Parce que, heureusement pour lui, il est payé en dollars. Je m'excuse, moi je suis payé en francs congolais. Je m'excuse. Moi je suis payé en francs congolais et la majorité des Congolais sont payés en francs congolais. Donc, si quelqu'un qui payait le loyer à 100 $, hein, qui payait le loyer à 200 $, au lieu de donner 580 000 francs, il va donner 540 000 francs. Donc, le pouvoir d'achat est récupéré. La vérité, c'est que il faut donner un petit temps. C'est pas aujourd'hui parce que la majorité des biens et services, ce sont les privés. La majorité, ce sont les privés. Mais moi, j'ai acheté, je m'excuse, je m'excuse, moi, j'ai acheté une chemise ce matin. Il fallait ajouter un 10 $ sur l'argent que j'avais. On m'a demandé 29 000 francs. J'ai dit non, les dollars c'est 27. Okay. Si vous refusez, je pars. Ils ont dit non, donnez 27 000. Donc j'ai récupéré le pouvoir d'achat. On va sentir cette baisse dans une semaine, 10 jours. Ce qui est vrai. Parce que, non, la crainte est vraie. Ces temps-là, on perd non, mais est-ce que... Mais il arrive qu'il y ait hausse, non? Il arrive qu'il y ait hausse. Quand il y a hausse, on est content, nous qui sommes payés en dollars, ceux qui sont payés en dollars, non. Quand il y a hausse, ceux qui sont dans les magasins, ils augmentent directement. Mais du moins, quand il y a baisse, ils sont restés à ce niveau-là
mais en train de baisser progressivement. Il faut que nous puissions applaudir les efforts du gouvernement quand il les faut. Parce que tout le monde, même quand on allait, le président est là, les taux des dollars, mais les taux des dollars sont en train de baisser. Avec des stratégies que le gouvernement applique, il faut que nous puissions applaudir et que nous donnions le temps. Il a dit qu'il faut qu'il y ait une grande production interne. Ça, c'est la vérité. Mais ce sont des stratégies à long terme. C'est la volonté de tous. Il faut que toi, tu produises, moi, je produise, Daniel produise, que nous tous, nous produisons pour que la production interne augmente. Ouais. L'exportation, nous achetons au prix de l'extérieur, c'est le problème. Ouais, mais nous exportons les dollars. C'est une situation qui ne va pas durer. Et malheureusement, lorsque le dollar va revenir à 28, le prix actuel va encore galoper. Je vous rappelle que Matata Pogno a maintenu les taux de dollars stables sans avoir produit. Donc c'est un problème de volonté politique. C'est faisable, comme il y a la volonté politique, que les dollars baissent et que ça reste stable. Merci. Donc nous souhaitons seulement que le ministère de l'économie puisse matraquer les opérateurs économiques qui aiment faire de bénéficier les dos de Congolais, qu'ils puissent appliquer les justes prix. Et si le ministère de l'économie fait ce travail-là, je crois que nous allons sentir cette baisse dans le panier de la ménagère. Les discours du chef de l'État sur le plan d'abord sécuritaire pour aller vite. Les discours du chef de l'État, d'abord il faut rappeler que le président Tshisekedi a parlé d'abord comme un panafricaniste. Avant de parler du Congo, il a parlé de l'Afrique. Il a demandé au Conseil de sécurité de pouvoir considérer l'Afrique comme partie prenante au Conseil de sécurité. De pouvoir donner à l'Afrique 2 sièges de membres permanents au Conseil de sécurité avec le même droit de veto que les autres membres permanents. Ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. Mais en dehors de ça, lorsqu'il a voulu parler de la République démocratique du Congo, il a appelé la communauté internationale de quitter avec les discours, de cesser avec les discours, d'aller avec les actes concrets. Parce qu'il a dit, l'histoire va nous juger, pas sur base de nos discours, mais sur base des actes, sur base de la justice qu'on aura rendue aux victimes. Le président de la République a demandé à la communauté internationale de pouvoir agir, de pouvoir rendre justice à la République démocratique du Congo et à son peuple. Parce que les experts des Nations Unies, là où ils sont, ces experts-là, ont dit que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Ces experts-là ont documenté de massacres perpétrés par le Rwanda grâce aux supplétifs en République démocratique du Congo. Il ne faut pas continuer à dire nous aimons l'intégrité de la RDC, nous refusons la violation de l'intégrité, mais il faut aussi arriver à sanctionner ceux qui commettent ces crimes-là. Merci. Alors, j'attends beaucoup la réaction des trésors. Hein. Sûrement. Par rapport nous avons beaucoup discuté avec lui ici. C'est la question de la guerre à l'Est. Alors, allez-y, maître Trésor, on attend impatiemment votre réaction. Félix Tshisekedi reconnaît au moins l'échec de l'accord entre le Rwanda, mais il cherche, il pense, il réaffirme son engagement. Et oui, il faudrait encore rappeler que Donald Trump s'est félicité pour avoir terminé les guerres à l'Est de la RDC. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Mais ici, d'abord, je m'étonne du raccordement frauduleux que mon frère venait de faire sur l'affaire de l'Assemblée nationale. Comment ça? Qu'est-ce que le président de la République a à voir dans ça? Ah oui. Pétition, tout ça, la motion, démission. Qu'est-ce que le président de la République a à voir dans ça? Là, vous voulez réveiller Montesquieu de sa tombe. C'est lui qui a instauré le principe de la séparation du pouvoir. Vous voulez réveiller Montesquieu ou comment? Parce que le président de la République, il est du pouvoir exécutif. Ce qui s'est passé à l'Assemblée, c'est de droit légué au pouvoir législatif. Et le président de la République qui est aux États-Unis, Vital Kamerhe, qui démissionne à Kinshasa, le président de la République devait être un magicien égyptien qui devait déjà savoir que Vital Kamerhe doit démissionner. Non, la démission est un acte individuel et personnel. Donc, de ce point de vue, il ne faudrait pas accuser le président de tout.
Ou alors, si vous voulez que le président de la République gère l'Assemblée nationale, qu'il gère le gouvernement, qu'il gère la présidence, qu'il gère les cours de la famille politique. Mais s'il vous plaît, mais cette fois-là... En tant qu'autorité de référence, Félix Tshisekedi était au courant de tout ce qui s'est passé à l'interne. Qui n'était pas au courant de tout ce qui s'est passé à l'interne? La démission. Non, mais la démission, c'est un acte individuel. Le président de la République n'est pas magicien pour savoir que tel doit démissionner par rapport à telle procédure qui venait d'être déclenchée. On accuse l'UDPS, on accuse MLC, on accuse le ministre... on accuse tout l'Union sacrée. Vous savez ce qui m'étonne, c'est quoi? Ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que le cas Kamere, en fait, c'est l'opposition qui prend ça à bras le corps. Okay. En dehors de sa propre famille politique. Vital Kamerhe est de l'Union sacrée. Vital Kamerhe venait de signer il n'y a pas 2 semaines l'acte de loyauté au chef de l'État. Oui, Vital Kamerhe, il est de l'Union sacrée. Merci. Mais comment expliquer que la défense de Vital Kamerhe aujourd'hui est soutenue par l'opposition et plus grave, par la majorité des membres du M23? C'est ce qui m'étonne. Je connais la majorité des tweets des M23. Oui. Tous ces tweeters-là de M23, ils prennent part pour Vital Kamerhe. C'est ce qui m'étonne. C'est toute l'opposition qui est unie aujourd'hui autour de Vital Kamerhe. Pendant qu'il est de la majorité, et une procédure déclenchée par un des anciens de l'UNC. Alors, où est-ce que le président de l'IDPS? J'ai bien dit un ancien. Mais il fallait préciser qu'il est de l'IDPS. Voilà pourquoi on accuse l'IDPS. Un ancien de l'UNC. Allons dans les cas qu'il est de l'IDPS. Est-ce que vous savez que le même Bindoulé a eu à initier une question orale avec débat pour Madame le Premier ministre? Oui. Bindoulé de l'UDPS. Il a eu à initier une question orale avec débat pour le Premier ministre. L'ex-ministre de l'économie, Justin Kalumba, s'il vous plaît, il était de l'AFDC. Bindoulé à l'époque à l'UNC, il a eu à initier, lui et Eliezer, ils ont eu à initier les deux, une question orale avec débat qui a débouché jusqu'au limogeage du ministre de l'économie d'antan. Donc là, il n'était pas de l'IDPS. Le même Bindoulé là, il avait initié une question orale avec débat à Matata Pogno. Là, il n'était pas de l'UDPS. Et c'est quand la même personne vient sur Vital Kamerhe, oh non, IDPS. Non, évitons ça, grandissons. Okay. C'est une culture démocratique, normale, qui a chuté en douceur, sans casse, sans crise institutionnelle. C'est très bon. Dédouaner les présidents de la République dans tout ça. Ou alors, changeons la constitution, allons dans un régime présidentiel où le président va tout gérer. Là, vous allez... Monsieur, pas d'accord. Monsieur Daniel, là maintenant vous allez tirer sur les chefs de l'État à juste titre, parce que c'est lui qui va tout endosser. Mais là, nous sommes dans un principe de séparation. On retient quoi sur le discours dans une minute? Dans une minute. Soit on veut la démocratie, soit on ne veut pas. Soit on veut que le président de la République puisse tout contrôler pour qu'on tire sur lui à juste titre. Votre lecture sur la discours. Alors, sur les discours, dans une minute. D'abord, il faut noter que les discours devant la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, ça doit être un discours qui s'étend sur 3 dimensions. Vous avez la dimension planétaire, c'est-à-dire qui touche tous les 5 continents. Il y a la dimension de ton propre continent, comme pour notre cas sur l'Afrique. Et enfin, chuter sur ton propre pays. Et le président de la République a peint le tableau sur toutes ces dimensions. Sur le plan mondial, il a brossé les cas de la Russie et Ukraine, le cas au Yémen, le cas d'Israël, Palestine, Gaza. Et au niveau de l'Afrique, il a évoqué les cas de Boko Haram, le cas des ADF chez nous, qui ont prêté allégeance à l'État islamique. Il a parlé de la Centrafrique. Et pour le Congo, exactement, moi j'ai été content d'une chose. Et c'était là même une partie de votre question. Quand vous dites non, est-ce que le processus de Doha, de Washington a échoué, et puis Donald Trump qui se proclame qu'il a eu à mettre fin et tout et consort. Moi, j'aimais quelque chose dans les discours du chef de l'État. C'est là que peut-être Marius va m'entendre sur la question, alors vous avez ma réponse. Ici, le chef de l'État a pris tout le monde entier à témoin. Il a dit, nous avons initié des procédures dans la sous-région, dans la région. Nous sommes allés à Doha. Nous sommes allés à Washington. Il a cité même des dates. Le 27 juin, nous étions à Washington. Le 19 juillet, nous étions à Doha. Mais malgré tout, il y a eu des résolutions. Tout ça, le monde entier a vu. Mais la situation sur le terrain ne change pas. Et cette fois-ci, si le monde n'applique pas la justice pour nous, nous l'appliquerons de nous-mêmes et à notre manière.
là j'ai aimé, c'était un langage de guerre, un langage des chefs qui s'assument. Parce que moi je me dis, on peut mener toutes ces procédures-là internationales. Aussi longtemps que nous au Congo, on ne prendra pas les armes pour arracher notre paix nous-mêmes, au fait, nous continuerons à tourner en rond. Donc moi, je suis content aujourd'hui que le chef de l'État a démontré à la face du monde toute notre bonne foi, mais malgré ça, rien ne change. Et que cette fois-ci, si nous appliquons la justice à notre manière, que le monde ne vienne pas s'alarmer que nous avons posé tel ou tel autre acte. Et sur ces points-là, j'ai apprécié. Allez-y. Nous m'avez donné trop peu de temps sur ça. Il y a beaucoup de choses. Oui, on a passé beaucoup de temps à l'extérieur. On va récupérer. Merci beaucoup pour la question, pour la prise de parole. Vous savez, j'ai suivi le discours du chef de l'État et au finish, c'était une déception. Déception. Ce discours-là était... Il y a eu beaucoup de contradictions par rapport à ce que nous avions signé à Washington, par rapport aux attentes et ce qu'on veut encore avoir à travers cet accord-là. Dans l'accord, dans le discours du chef de l'État, vous sentez que le chef de l'État est déçu du fait que, malgré les accords signés, on n'a pas abouti, n'est-ce pas, à avoir la paix telle qu'on l'attendait. Et mon frère Trésor ici, venez sur votre plateau ici, vous dire que à travers l'accord de Washington, nous allons finalement avoir la paix. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. Et je crois que le discours du chef de l'État annonce d'une manière ou d'une autre la révocation de la ministre des Affaires étrangères. Parce que la ministre des Affaires étrangères a lamentablement échoué et c'est lui qui nous a amené dans ces genres de accords. Le processus continue, à ce que j'ai dit. Oui, le président l'a dit. Non, le processus ne va pas continuer parce que c'est déjà un échec. Déjà, de l'autre côté, à Washington, le président Trump se félicite d'avoir ramené la paix à l'est de notre pays. Mais le président de la République lui dit que non, tout ce que nous avions mis en place, on n'a pas jusque-là, la paix n'est pas une réalité. Dans ce processus, avant que nous allions signer les accords de Washington, nous avions déjà eu un acquis. La résolution V573, sur laquelle aujourd'hui le gouvernement congolais est en train d'insister et demande son application, n'est-ce pas, immédiate. Mais pendant que la résolution était là, au lieu de travailler pour que nous puissions pour que la mise en œuvre de cette résolution-là soit une réalité, parce que déjà, Dr Denis Mukwege était sur tous les fronts pour que les sanctions tombent sur le Rwanda, et les sanctions commençaient déjà à tomber parce que Kagame, déjà à son temps, avait appelé ses concitoyens de serrer la ceinture parce que les sanctions qui sont en train de venir contre son pays, ça va toucher de façon significative son peuple. Mais pendant que la résolution est en train de parcourir son temps, on a retrouvé le président Tshisekedi à dos avec le président Kagame. Et ça fragilisait l'élan qui était déjà mis en cours. Mais c'est aujourd'hui encore qu'on revient sur la résolution 2073. Pendant que Denis Mukwege interdisait au gouvernement de ne pas aller en négociation avec le Rwanda, de ne pas aller en négociation avec le M23, c'est le moment là que le gouvernement du Congo accepte qu'il y a des M23, il y a les FDLR sur le territoire congolais. Mais dans le discours du chef de l'État, il a demandé qu'on puisse lui démontrer même 1 mètre carré où les FDLR se trouvent sur notre territoire. Déjà, le chef de l'État n'accepte pas, renie que les FDLR ne sont pas sur notre territoire. Mais dans l'accord que nous avions signé, nous avions accepté qu'il y ait un mécanisme conjoint entre les... Patrick Mouya avait expliqué la volonté était d'épuiser les arguments du Rwanda. Vous appelez ça la volonté d'épuiser les arguments du Rwanda, mais pour le Rwanda, vous avez accepté que les FDLR qui constituent le menace... C'est le Rwanda de prouver qu'ils sont chez nous, c'est pas aux Congolais. Le gouvernement de Kinshasa a accepté qu'avec le RDF vont poursuivre les FDLR et les neutraliser. Ça veut dire d'une manière ou d'une autre. Pendant que la résolution 2773 demandait à ce que les RDF quittent le territoire, vous avez accepté qu'ils entrent et légitimer les représentants sur notre territoire. Ça veut dire que le discours du chef de l'État par rapport à l'accord signé à Washington vient démontrer aux Congolais clairement qu'il n'y a pas une issue pour la sortie de la crise. Il a réaffirmé, le président de la République a réaffirmé son engagement de poursuivre avec les partenaires, d'autres partenaires internationaux pour stabiliser la région. Mais il compte également sur... dans ces conflits. Il l'a dit ouvertement, il sera le premier si les États-Unis d'Amérique allaient terminer la guerre. Je dis ceci, le grand erreur dans laquelle le gouvernement américain
nous a mis, le gouvernement congolais n'arrive pas à citer. Et Mukwege avait déjà fait des bons diagnostics. Merci beaucoup. Le grand problème, c'est quoi? C'est que nous sommes en train d'aller en bilatéral avec le Rwanda. Or, le conflit qui est à l'Est va au-delà du Rwanda. Le conflit est à la fois régional et international. Pour donner Mukwege, il faut que nous tenions une conférence internationale sur la paix en RDC, afin d'embrasser toutes les questions, tous les acteurs majeurs et toutes les questions profondes de ce conflit-ci. Mais que le gouvernement de Kinshasa n'arrive pas à comprendre. Le jour où le gouvernement comprendra que le conflit est international et régional, ils vont s'approcher au docteur de Mukwege, qui ne cesse toujours d'insister sur la justice. Le gouvernement est dans la même logique. Il n'est pas dans la même logique parce que Merci. Quand il demande encore que l'accord de Washington soit appliqué, c'est qu'il lui déjà montre que non, ça ne nous a pas mené à une paix durable, mais on demande à ce que ça soit encore appliqué à fond. Et ils ont encore appelé à l'ONU. Or, déjà, Mukwege avait dit qu'une fois lui au pouvoir, il peut faire appel à une résolution en fait qu'une opération d'imposition de la paix soit effective, tel que ça a été le cas en 2003 à Ituri, avec la résolution 1484 qui a été prise. Et cette résolution-là a fait des œuvres. On a déclenché, n'est-ce pas, le chapitre 7, n'est-ce pas, de l'ONU. Merci beaucoup. Mais pourquoi le gouvernement de Kinshasa n'arrive pas à demander à ce que cette opération d'imposition de la paix soit appliquée? Merci beaucoup. Alors, monsieur Fedi, nous tendons petit à petit vers la fin. On retient quoi de manière ramassée sur le discours du président de la République? D'après tout ce que vous venez de suivre de votre co-débatteur. Bon, les co-débatteurs n'a fait que du mélo, c'est des contradictions en contradiction lui-même. Observé sur le terrain et la logique de Kinshasa n'inspire pas confiance. En fait, il faut reconnaître que le processus de négociation, le processus de paix, ce n'est pas des bateaux magiques. Ce que le président Tshisekedi fait, c'est de montrer à la face du monde que les accords qu'on a signés peinent à être appliqués. Et que la communauté internationale, qui est considéré comme juge. Et pourquoi le chef de l'État accuse le Rwanda d'être à la base de tout ce qu'il y a comme manœuvre dilatoire pour ne pas matérialiser l'accord? Ce n'est pas les chefs de l'État qui accusent le Rwanda. Il y a eu même les experts internationaux qui ont accusé le Rwanda de massacre après que l'accord de paix de Washington soit signé. Il y a eu, je crois, une ONG internationale des droits de l'homme qui a fait un rapport dans ce sens. Et le président Tshisekedi rappelle seulement aux États-Unis, à Donald Trump, qui peut-être dans son bureau pense que la paix est déjà revenue au Congo, et que lui qui vient du Congo lui montre que le Rwanda continue à violer même l'accord que lui-même a signé. En présence de... On retient que les efforts diplomatiques continuent. Le travail les discours que le président Tshisekedi a fait aux Nations Unies, ça fait partie des efforts diplomatiques de la République démocratique du Congo. C'est pour amener la communauté internationale à prendre des actes au lieu de continuer à écrire des rapports, à faire des discours qui ne changent rien par rapport à la situation des Congolais. Et comme Maître Kala l'a dit, le président a dit, si la douleur que nous ressentons, c'est nous que ressentons ça. Si la communauté internationale ne peut pas nous rendre à justice, nous pouvons nous-mêmes nous rendre à justice de notre manière. Ça veut dire qu'il s'assume. Ça ne veut pas dire qu'on a échoué, l'accord est jeté à la poubelle. Non, parce que l'accord... Parce que cette phrase, c'est une manière de comprendre qu'on a, c'est fini, on est délaissé. Non, non. L'accord, que ce soit la résolution 2773, c'est une résolution des Nations Unies. Il revient aux Nations Unies de se battre pour que cette résolution soit respectée. L'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ce sont les États-Unis qui étaient facilitateurs. Il revient aux États-Unis qui étaient facilitateurs, qui a mis les moyens humains et financiers et matériels pour que cet accord soit signé, que les États-Unis se battent pour que les parties respectent cet accord et que la partie qui ne respecte pas les accords
soit sanctionné. C'est ça ce que le président Tshisekedi veut dire. Vous voyez? Donc, moi, je continue à être optimiste que le travail que le président Tshisekedi est en train de faire avec tous ceux qui l'entourent, je pense que nous sommes en train d'aller vers une paix véritable, durable et vérifiable, comme le président Tshisekedi l'a dit. Oui. Ouais, Maître Trésor Kalala, avec la démarche là, le Rwanda réagit par rapport à la démarche de la RDC sur la reconnaissance du Génocoste congolais sur le plan économique. Vous avez suivi aux États-Unis qu'il y a même toute une activité organisée. Et pour le Rwanda, c'est ce qui met en difficulté la démarche pour l'accord. Apparemment, on accuse le Rwanda d'avoir commis les génocides chez nous. Et pendant ces temps-là, nous sommes à la table de négociation. C'est ce qui ne facilite pas la remise en œuvre de l'accord. Comment vous jugez cette démarche? C'est de la mauvaise foi, comme vous savez. À chaque cycle, le Rwanda a toujours annoncé comme ça des alibis pour justifier la présence de ses troupes en République démocratique du Congo. Mais ici, il faut reconnaître que dans ce qui se passe à l'est de la République, les Rwandais ont déjà perdu le combat de la vérité. Parce que ils se sont fait dénicher par toutes les organisations internationales, même l'ONU aujourd'hui sait que le Rwanda a ses troupes en République démocratique du Congo. Alors ici, laissez-moi quand même brandir un regret par rapport à ce que je venais d'écouter de la part de mon co-débatteur, lorsque déjà il emprunte un narratif du M23, écoutez dans son langage, lorsqu'il parle du gouvernement de Kinshasa. Ça, c'est le narratif du M23, c'est le gouvernement de la République, mon cher ami. Alors, gouvernement de Kinshasa, c'est Nanga qui a répété, et tous les tweeters là du M23, gouvernement de Kinshasa, mais sur ces plateaux, il y a voilà quelqu'un qui embrasse c'est même narratif, le gouvernement de Kinshasa. Non, c'est le gouvernement de la République. Donc, le gouvernement de Kinshasa, c'est un narratif qui est venu avec l'AFC. Ça veut dire quoi exactement? Le gouvernement de Kinshasa, ça veut dire qu'il y a un gouvernement à Kinshasa, il y a un gouvernement à l'est de la République. Vous comprenez? C'est ça, le gouvernement de Kinshasa. C'est un narratif qui a pris de l'ampleur. Mais moi, quand vous parlez, moi je vous respectais, j'étais élégant, mais il faut supporter. Donc, il y a un narratif déjà emprunté du côté de nos ennemis. Écoutez, c'est le gouvernement de la République qui gère toute la République démocratique du Congo dans ses frontières. Et ici, je sens qu'à chaque fois qu'on parle de cette situation de l'Est, mon ami a toujours voulu brandir docteur Mukwege, pendant que le docteur Denis Mukwege est l'un des acteurs majeurs de l'insécurité que nous sommes en train de vivre à l'Est de la République démocratique du Congo. À l'époque, quand Mukwege participait dans tout ce qui se passe, dans les massacres, viols, pillages de la République, Tshisekedi était dans l'opposition. Et aujourd'hui, Tshisekedi qui est au pouvoir, on vient rappeler encore je ne sais pas les propositions de Denis Mukwege. Mais ce sont des pyromanes aujourd'hui qui viennent jouer aux pompiers, comme qui dirait la situation qui se passe à l'Est, c'est Tshisekedi. Écoutez, Denis Mukwege qui habitait à Panzi, on tuait les gens derrière sa maison et lui, on ne les tue pas. Est-ce que vous comprenez ça? Il habitait à Panzi, en brousse. Il y a eu un documentaire sur ça. Il habite en brousse, là où on tue les gens, on viole les femmes. Mais lui seul, qui était épargné pendant que derrière sa maison, on était en train de tuer les gens. Denis Mukwege qui était en connivence avec Joseph Kabila, avec les Français, avec les Britanniques, pour faire genre aide humanitaire. Et c'est Denis Mukwege qui devait porter le projet pendant qu'on était en train de tuer des gens. Donc quand on parle de situation de l'Est, il y a des gens qui doivent se taire. Comme les Denis Mukwege, ils ont été à la cuisine. Ils ont été à la cuisine de l'insécurité de notre pays. Donc ils se taisent qu'on ne brandisse pas Denis Mukwege ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit retenir en définitive? Ici, il faut reconnaître que le président Tshisekedi, c'est un homme pacifiste. Ok? Je venais de le dire. Il a eu à brandir toutes les démarches. Vous aurez le temps pour chuter. Non, mais je dois chuter. Terminer alors. Il a eu à brandir toutes les démarches régionaux, sous-régionaux et même internationales. Et maintenant, si la justice ne nous est pas rendue, et c'est tout ce que le peuple congolais est en train d'attendre, nous allons la rendre à notre manière. Soit par les armes, ça c'est moi qui ajoute, soit par une procédure judiciaire, notamment la justice transitionnelle, qui consiste à identifier les crimes, auditionner les coupables,
les condamner et demander l'indemnisation. Nous sommes déjà sur cette lancée-là. Et lorsqu'il dit que la justice n'est pas reconnue dans l'accord de Washington, là, ça ne dépend pas de l'accord. Il existe des crimes... il existe des crimes imprescriptibles, non pas les crimes des génocides, les crimes de guerre. Donc ici, la justice sera rendue soit de manière internationale, soit de notre propre manière à l'intérieur. Grave de la part de Patrick. Non, tu as même changé mon nom. Tu as changé son nom. Il n'est plus Patrick. Si je vais avec lui en justice, je ne sais pas s'il peut prouver ce qu'il vient de dire. Prouver quoi? Il dit dire que le gouvernement de Kinshasa, c'est un narratif... oui, on connaît. S'il vous plaît. C'est venu avec AFC. Ce n'est pas de mon erreur s'il a fait des écoles. Ça veut dire quoi? Nous avons tous appris les figures de style. Ah, vous utilisez... Mais ces figures de style est venue de notre ennemi. Avant, ces figures de style n'existaient pas. Au gouvernement congolais. Mais parlez carrément du gouvernement de la République, c'est plus simple. Quand vous êtes à Paris, mon cher vous êtes en face des Congolais, un Congolais de Brazzaville, un Congolais de Kinshasa. On dit quoi? Les Congolais de Kinshasa. Est-ce qu'on dit que les Congolais de Kinshasa? Mais comment tu comprends? Tu vois que tu as mal étudié, toi. Parce que ce n'est pas oui. Parce que quand tu parles de Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas. Comment tu le mélanges ici? Le gouvernement Daniel. Un gouvernement de la République. Le gouvernement de Kinshasa, c'est venu avec Nanga. C'est venu avec Nanga. Mais parle directement du gouvernement de la République. Pourquoi parler comme eux? Mais pourquoi parler comme eux? Non, mais avant, tu ne parlais pas comme ça. J'ai fait plusieurs débats avec toi. Avant, tu ne parlais pas comme ça. Avant, tu ne parlais pas comme ça. Avant, tu ne parlais pas comme ça. Tu as commencé à parler comme ça maintenant, il y a 6 mois, mon cher. On a fini. Tu as commencé à parler comme ça. Il a dit que je n'ai pas répondu. Oh non, mais quand vous faites Tshisekedi, c'est bien. Ah, donc Tshisekedi, c'est bien. Lui, on peut les toucher comme n'importe comment. Mais quand on touche aux messieurs comme quoi que les gens qui ont versé le sang dans ces pays, là, les gens veulent se fâcher. Pendant que, s'il vous plaît, Dr Denis Mukwege se battait pour la reconnaissance de la génocide. Non, c'est un pyromane qui joue au pompier. Et dire que quand la guerre a commencé, Tshisekedi était dans l'opposition, Mukwege était en bouffe du génocide au Rwanda, et par conséquent, nous n'allons pas fouiner dans le passé. Mukwege était en bourse lorsque Tshisekedi était dans l'opposition. Le rapport Maping, couvrir tous ceux qui ont massacré nos populations dans le Rwanda. Et cela a été écrit, n'est-ce pas, dans les livres. Merci beaucoup. Donc, il y a le génocide à Rwanda. Ils ont renié eux. Merci Ils ont renié beaucoup. le génocide congolais. Et puis ils veulent dire que non, c'est quoi? Mais les génocides, c'est quoi? Merci beaucoup, maître Trésor Kalala. Pourquoi il a versé le sang qui s'est gagné dans l'opposition? Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette magazine. Nous vous disons merci d'avoir suivi. On vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.